En discutant avec d'autres gens, d'autres couples, d'autres personnes de notre âge ou non d'ailleurs, on se rend compte que on voit bien qu'on a un décalage en fait sur beaucoup de sujets. On est différents sur le fonctionnement, sur plein de choses en fait. Et je pense aussi que du coup ça amène à se rendre compte que on n'est pas juste un soutien comme il y a dans plein de couples, quand quelqu'un ne va pas bien, l'autre le soutient. Et c'est plus que ça implique plus de choses en fait. Aider, s'entraider, le podcast qui donne la parole aux aidants. Les aidants représentent en France plus de 9 millions de personnes. Ce sont des hommes et des femmes qui soutiennent quotidiennement un proche en perte d'autonomie, en situation de handicap ou de maladie. Aider, s'entraider, un podcast proposé par Malakoff Humanis en partenariat avec Audencia. Ilona a 23 ans. Étudiante, elle soutient son compagnon autiste depuis 2 ans. Au quotidien, il lui faut composer avec des fonctionnements qu'elle apprend à décoder. Elle se découvre aidante par le biais des médecins. Quand je me suis mise en couple, mon copain ne savait pas qu'il était autiste au début. Il avait entamé des démarches pour être diagnostiqué. C'est plutôt vraiment à partir du moment où le diagnostic officiel est tombé, on va dire, que j'ai pris conscience un peu du rôle que j'avais du coup. Et aussi parce que les médecins m'ont appelé comme ça aussi. Il y a des entretiens pour le diagnostic. J'étais présente aussi du coup avec lui. Des questions m'ont été posées sur le rôle que j'avais, à quel point j'étais impliquée parfois dans certaines situations et l'aide que je pouvais lui apporter aussi. Ça a un peu fait ressortir le mot aidant de tout ça. Et après, dans le quotidien aussi, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, en comprenant un peu mieux ce que ça implique d'être avec quelqu'un qui est autiste. Et il y a tout des schémas en fait soit à réapprendre quand on les a déjà appris avant, soit à apprendre tout court. Et c'est un fonctionnement qui est différent forcément. Au quotidien, ça va être aider pour par exemple l'administratif. Souvent je vais prendre des rendez-vous, passer plutôt les coups de téléphone, etc. Les dossiers qu'il faut faire, par exemple, même en termes médicaux, les demandes ou les dossiers auprès de la MDPH, des fois de contacter certains professionnels de santé pour entamer un premier rendez-vous, ce genre de choses. C'est plutôt moi qui vais faire ce genre de choses, accompagner des fois à des rendez-vous aussi, parce que par exemple, dans le cadre de l'autisme, il y a une hypersensibilité aux stimuli, donc au bruit, à la lumière, aux odeurs, ce qui fait que ça peut rendre très, très, très compliqué pour les personnes autistes de sortir, par exemple. Donc tout ce qui est en général sorti en extérieur, c'est toujours plus facile quand ils ont quelqu'un qu'ils connaissent bien qui les accompagne. Donc ça peut être ce genre de choses. Après, il y a tout le côté plutôt, on va dire, émotionnel, mais ça, j'estime que ça existe déjà au sein de à peu près tous les couples, je pense. Et moi, je sais qu'au début, comme je connaissais pas du tout l'autisme, j'étais pas familière du tout à ça, je me suis beaucoup documentée pour comprendre justement comment ça fonctionne. Parce que c'est vraiment un fonctionnement qui n'a rien à voir avec une personne neurotypique. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Tout ce qui touche à la gestion des émotions, comme tout est souvent amplifié, on peut avoir l'impression que la personne a des réactions hyper fortes ou démesurées à certaines réactions, à certains mots. Peut y avoir des fois des quiproquos, des problèmes dans la communication qui vont engendrer des fois des disputes ou des choses où au final ça n'a pas lieu d'être en fait. Donc du coup, pour pas prendre ça personnellement et pour pas forcément se sentir des fois attaqué ou blessé ou quoi que ce soit, ou que la communication en tout cas soit beaucoup plus saine, on va dire. Je me suis renseignée pour comprendre en fait que c'est pas des caprices, c'est pas fait exprès, c'est pas voulu, c'est que c'est vraiment le cerveau qui réagit d'une manière différente en fait à tout, aux stimuli, etc. et dont les émotions font partie. Et donc du coup, une fois qu'on sait ça, déjà, moi je sais que par exemple j'étais très susceptible avant, je le suis beaucoup moins maintenant. Le sujet de la nourriture de manière générale est très complexe à appréhender.
Typiquement, c'est moi qui cuisine. Bon, après, ça, c'est aussi parce que moi, j'aime cuisiner, mon copain, non. Donc, on va dire que ça s'est réparti naturellement. Mais il y a la complexité de... c'est aussi en lien avec les émotions, mais la frustration, c'est, je pense, une des émotions qui est la plus compliquée à gérer pour eux. En tout cas, mon copain, c'est ça. Ce qui fait que si, dans sa tête, il avait prévu de manger quelque chose et qu'il ne peut pas, ça peut lui déclencher une crise, en fait, autistique. Et ça va engendrer une énorme frustration qui va être très, très compliquée à supporter. Et pareil, je pourrais jamais le forcer à manger des haricots verts, parce que je sais qu'il déteste ça, par exemple. Donc... dans la gestion des repas, des courses, de tout ce qui touche à ça, du coup, il faut tout prendre en compte aussi. Au quotidien, ça peut être des fois un peu compliqué à gérer, on va dire. Ça demande une organisation un peu plus poussée, je dirais. C'est dans mon quotidien maintenant depuis au moins plus d'un an, 1 an et demi. Pour moi, ça me paraît un peu normal. Enfin, je pense que beaucoup de choses me semblent normales, mais il y a des périodes où, quand il y a beaucoup à gérer d'un coup, là, je m'en rends beaucoup plus compte que, clairement, ça me demande plus d'efforts. Ça me demande plus de temps, ça me demande d'être très flexible, moi, dans ma gestion de mon emploi du temps, de devoir prioriser des choses à d'autres. Et donc, du coup, forcément, ça implique... ça peut créer de la fatigue, ça peut créer parfois des tensions, s'il y a des sujets qui sont... Enfin, je pense à tout ce qui est administratif, quand c'est très long, qu'il faut passer 15 coups de téléphone, qu'on a une demande, on a fait un dossier pour une demande d'aide et qu'on se la fait refuser alors qu'on y a droit, qu'il faut faire 2 recours pour qu'enfin ça soit accepté, ce genre de choses, ça prend des mois. C'est frustrant, c'est fatigant, c'est énervant, mais je pense surtout sur le plan administratif, je pense que c'est le pire. Je pense que ça n'a pas trop d'impact sur mes études, parce que j'ai quand même... jusqu'ici, j'ai réussi à avoir un emploi du temps où j'ai toujours des trous, ou en tout cas j'arrive à m'arranger pour caler des rendez-vous dans des moments où j'ai du temps libre, etc. Donc j'ai pas eu besoin beaucoup, par exemple, de devoir m'absenter ou de rater des cours pour l'accompagner quelque part ou ce genre de choses. Donc jusqu'ici ça s'est bien passé là-dessus. Mais après, du coup, ça demande forcément d'être beaucoup plus flexible. Ça prend forcément du temps qui pourrait être alloué à autre chose. Ça, c'est sûr. Mais j'ai pas la sensation que ça ait un impact énorme au quotidien au niveau de mes cours. En 2e année de master, on a un mémoire à réaliser. Et donc le sujet, on peut choisir des sujets très larges, mais qui touchent de manière générale à la communication, aux médias. Et donc du coup, je me suis posé la question le thème large déjà de la santé mentale, de manière générale. Mais comme mon copain est autiste, forcément, j'ai été assez influencée sur mon sujet de mémoire. Et ça me donne envie de creuser en fait un peu la représentation du coup de l'autisme dans les médias. J'arrive en fait à intégrer un peu de ça dans mon cursus scolaire au final. Et après, je fais aussi ça, enfin, je sais que les recherches que je fais et le fait que je me documente là-dessus, c'est aussi pour m'aider moi à comprendre du coup la personne avec qui je vis. Et c'est un peu aussi forcément dans cette démarche-là. Et donc mon travail de mémoire, il est aussi d'un côté parce que le sujet m'intéresse et que j'ai envie de le creuser, mais aussi de l'autre parce que je sais que ça peut m'apporter en fait en connaissance et qu'au final ça peut être bénéfique pour mon couple. C'est vrai que quand je me suis un peu rendu compte de tout ce que je faisais au quotidien, etc., je connais personne de mon âge ou dans mon entourage qui fait ça. Donc on se sent un peu seul, entre guillemets. Ma mère, comprend et me soutient aussi là-dedans. Parce que j'avoue que remplir un dossier médical ou auprès de la Sécu, etc., je l'avais jamais fait avant, donc je savais pas forcément comment fallait faire. Donc j'ai été un peu lui demander des conseils aussi sur comment ça fonctionne, etc. Dans mes amis, je pense qu'il y a des gens à qui j'en ai pas forcément parlé, ou en tout cas pas de ce rôle-là, parce que c'est pas forcément quelque chose dont je parle tout le temps. Mais si j'en parlais, je pense que les gens seraient plutôt surpris ou connaîtraient pas. Enfin, comme c'est une situation, je pense, où on n'est pas beaucoup, en tant que jeune, devoir avoir ce rôle-là en étant étudiant en même temps. Donc je pense que c'est pas très connu. Donc je pense que beaucoup de gens pourraient se poser des questions. Et je pense aussi que ça pourrait être un peu vu comme un poids. Je pense, enfin, je
suis même quasiment sûre que beaucoup de gens estimeraient que c'est lourd à porter ou que au sein du couple, du coup, ça casse un peu, ou ça empêche, en fait, ça bride plein de choses. Après, je pense que ça, c'est vraiment en fonction du tempérament. Enfin, moi, ça me convient très bien. Il y a peut-être des gens à qui ça conviendrait pas, c'est très personnel après, mais globalement, je me sens pas délaissée non plus. Si je sens que justement ça commence à prendre trop de place, entre guillemets, ou que j'y vois plus de contraintes que de juste une aide à apporter, j'essaierai de contacter des personnes extérieures pour m'aider là-dedans. Parce que c'est vrai que c'est pas inné, on va dire, comme rôle. Donc il faut un peu apprendre à gérer. Et ça peut être intéressant de se faire aider en fait quand on a besoin aussi. Parce qu'on a tendance à du coup beaucoup, en étant aidant, à vouloir beaucoup aider les autres et la personne, mais on oublie que nous aussi en fait on peut avoir besoin de se faire aider aussi. Et que prendre le temps de demander de l'aide, ça peut être, et de se faire aider, ça peut être intéressant et bénéfique pour tout le monde au final. Ilona est ce qu'on appelle une jeune adulte aidante, un public qu'Amaranta Barclay-Bourgeois connaît bien. Elle est directrice de l'association nationale Jeunes Aidants Ensemble, JAD, une association qui porte depuis 2016 la voix des jeunes aidants et des jeunes adultes aidants, deux populations aux besoins distincts. Nous travaillons depuis de la création de l'association nationale avec l'université Paris-Cité, le laboratoire de psychopathologie et processus de santé, qui développe des volets de recherche spécifiques dédiés à toute cette population de jeunes aidants. On s'est aperçu qu'il y avait à l'étranger une distinction qui s'applique parfaitement en France entre les mineurs et les majeurs. Alors évidemment, on est quand même jeune à 30 ans, mais il a bien fallu mettre un critère d'âge. Et donc aujourd'hui, on parlera de jeunes aidants lorsqu'il s'agit d'enfants et d'adolescents, donc de moins de 18 ans. Et on parlera de jeunes adultes aidants pour la tranche 18-25 ans, qui sont parfois des étudiants, mais parfois aussi déjà des salariés, des professionnels, etc. Pour les enfants, très clairement, il y a un besoin de répit, d'échanger avec leur père, d'être en communauté. Pour les jeunes adultes aidants, eh bien, ça va dépendre de leur situation, mais on s'aperçoit que les étudiants aidants, par exemple, sont très nombreux. L'étude Campus Care, qui est parue là très récemment, au mois de janvier, indique bien que nous avons aujourd'hui près de 16% des étudiants qui sont en situation d'aidance. Et ce qui les distingue des mineurs, c'est aussi le fait que pour beaucoup d'entre eux, ils cumulent 3 casquettes. Ils cumulent la casquette d'aidant, évidemment la casquette d'étudiant, mais aussi souvent la casquette de salarié, puisque une des façons d'aider dans la famille, c'est aussi de gagner un petit peu d'argent pour contribuer financièrement. Donc on voit bien qu'il y a deux populations assez différentes au sein même de cette grande étiquette jeunes aidants. La conscientisation du rôle d'aidant n'est facile pour personne, qu'on soit jeune, qu'on soit mineur ou qu'on soit adulte. La conscientisation du rôle d'aidant, c'est une étape dans le parcours de l'aidant. C'est pas une étape qui vient de manière innée et très généralement, elle est impulsée par un regard extérieur de quelqu'un, que ce soit un professionnel de santé ou un professionnel de l'éducation ou un ami même, qui va dire, mais en fait, tu es un aidant. Ça veut dire que tu aides ton proche, voilà. Et c'est tout l'enjeu, je crois, des politiques publiques qui sont développées aujourd'hui pour accompagner et soutenir les aidants. C'est qu'il faut d'abord arriver à lever les freins de ce manque de conscientisation de son rôle. Peut-être que si on donnait une image un petit peu plus juste de l'aidance, c'est-à-dire sans apitoiement, mais pas non plus comme un acte héroïque, mais faire un véritable portrait de ce que ça implique. Évidemment, il y a des bénéfices, entre guillemets, à être l'aidant de quelqu'un. Pour les jeunes, c'est une situation qui leur apporte souvent plus de maturité que leur père. C'est une situation qui leur permet de développer des compétences humaines, relationnelles, mais aussi techniques, savoir utiliser un lève-malade, par exemple, ou pouvoir programmer les médicaments à donner à leurs proches. Sur le plan des compétences humaines, eh bien, évidemment, une énorme qualité humaine qui se dégage d'une relation d'aidance, c'est l'empathie. L'empathie aujourd'hui, qui est une qualité très recherchée dans le monde professionnel. Donc, il y a tous ces aspects positifs. Et puis, il y a les risques auxquels on peut être confronté,
qui sont aussi très clairement identifiés dans toute la littérature, qui sont des risques d'épuisement dans certaines situations. Lorsqu'on est seul à aider un proche, quel que soit l'âge, on peut tout à fait en avoir marre et être complètement au bout du rouleau. Mais ce sont aussi des risques, je dirais, sur la santé physique, aider un proche à se déplacer, par exemple. Hein, ça a toujours des incidences sur le squelette musculaire. Des risques sur la santé psychique parce que ça demande beaucoup d'énergie et de temps d'être disponible pour celui ou celle qui en a besoin. Et puis, ça a un impact aussi très souvent sur la vie sociale, sur les activités, sur une forme de liberté de pouvoir aller et venir comme on le souhaiterait. Je crois qu'il y a des risques également que je n'ai pas mentionné là, mais vous l'aurez bien compris, sur la scolarité des mineurs et puis sur la poursuite ou le maintien des études des jeunes adultes aidants. Voilà, il faut être conscient de ces risques-là, mais avoir un regard plus, peut-être, pas uniquement le sien, hein, mais celui de la société sur l'aidance, peut-être un petit peu plus juste. Je crois que c'est à partir du moment où on a vraiment une vision de l'aidance qui est si juste que celle-ci, eh bien, il y a la possibilité que les gens conscientisent plus leur rôle. Voilà. Je vous donne un exemple, un seul, qui me semble assez parlant. Si vous lisez partout que être aidant, c'est quasiment une pathologie en soi, hein, j'ai lu un article l'autre jour qui parlait du syndrome de l'aidant, et ben personne n'a envie de s'auto-identifier comme étant aidant. Et aucun parent n'a envie de faire porter cette étiquette à son enfant si on présente la situation, la relation uniquement comme ça. En revanche, lorsqu'on peut arriver à mettre en avant toutes ces compétences acquises, et notamment ces compétences psychosociales, eh bien là, peut-être, on a plus de chances que les gens aient envie de dire, voilà, moi je suis aidant de mon père, je suis aidant de mon conjoint. Parfois c'est difficile, mais aussi parfois je me sens utile auprès de mon proche et pour mon proche, et ça je crois que c'est extrêmement important. Les jeunes adultes aidants ont de nombreux besoins identifiés par Amaranta Barclay-Bourgeois de l'Association nationale Jeunes aidants Ensemble JADE, parmi lesquels des besoins sur les plans financiers et de la santé. Alors, je crois que pour les jeunes adultes aidants, il y a des besoins qui me semblent assez clairement identifiés. La première chose, c'est de leur permettre de pouvoir concilier leur rôle d'aidant, d'étudiant. Comme je le disais tout à l'heure, ils sont aussi souvent salariés pour gagner un petit peu d'argent. Peut-être que tout simplement mettre en place une bourse sans critères de revenus pour tous les étudiants aidants, ce serait déjà leur faciliter la vie. Hein. Comme ça, il y aurait le temps passé à travailler ne serait plus le même. Quand on parle d'aidants de manière générale, et il y a pléthore d'études là-dessus, on voit bien aussi que souvent, il y a un nombre considérable de kilomètres à faire qui distancie l'aidant de son proche. Donc, on a quelques étudiants qui, évidemment, viennent étudier, par exemple, à Paris, mais dont le proche vit à Bordeaux ou à Lyon et qui rentrent chez eux tous les week-ends pour être auprès de leur maman ou de leur papa en situation de handicap ou malade. Bon, bah voilà, très clairement, s'il y avait une bourse, ça permettrait aussi de financer les billets de train pour faire tous ces allers-retours-là, qui sont à la fois importants pour le proche aidé, mais aussi importants pour le jeune adulte aidant, qui est déjà souvent aux prises avec une forme de culpabilité d'être quelques jours par semaine à distance. Ça me semble être le premier axe d'accompagnement. Le second, peut-être, c'est aussi de prendre conscience que des fragilités de ces jeunes adultes-là, des fragilités sur le plan psychique, des fragilités aussi parfois sur le plan des addictions. Si on regarde bien les données issues de l'université Paris-Cité, on voit qu'il y a plus de tabagisme, plus de consommation d'alcool parfois. Donc, il y a un axe santé aussi à prendre en considération. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire l'économie de sensibiliser l'ensemble des professionnels de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et les professionnels de santé à ces enjeux-là. Et que c'est comme ça qu'on pourra mieux accompagner ces jeunes adultes aidants également. Aider, s'entraider, un podcast proposé par Malakoff Humanis en partenariat avec Audencia.
Retrouvez d'autres épisodes sur les plateformes de podcast.